Franchement, s'il y a bien un sujet qui déclenche des guerres en commentaire, c'est celui-là. S&P 500 ou MSCI World. D'un côté, on a les fervents supporters du S&P 500 qui nous disent que la performance, elle est bien plus importante que celui du MSCI World qui est éclaté au sol. Et à côté de ça, on a les fervents supporters du MSCI World qui nous disent oui, mais dans un monde incertain où tout bouge, où tout change, où les tweets de Trump peuvent générer des crashs boursiers, etc. Avec le MSCI World, on a un peu plus de diversification et puis on est protégé un petit peu plus au cas où les États-Unis chutent de leur piédestal. En plus de ça, d'autres vont dire oui, mais tout miser sur les USA c'est complètement suicidaire. Et d'autres vont te dire oui, mais en même temps c'est ça qui drive la performance, et si tu prends MSCI World, tu vas diluer ta performance avec plusieurs milliers d'entreprises de plusieurs pays développés différents. Bref, tout le monde prêche pour sa paroisse, et les chiffres, quand je les regarde, elles complexifient encore plus le débat. Parce que si tu avais investi 10 000 € en 1992 dans le S&P 500, tu aurais aujourd'hui plus du double de ce que tu aurais eu avec le MSCI World. Alors la question elle devient un petit peu dérangeante, parce que si on regarde que du côté de la performance, pourquoi certaines personnes investissent dans le MSCI World alors? Est-ce que le monde entier est irrationnel ou est-ce que le S&P 500 est un piège statistique brillant? Bref, si tu me suis déjà depuis un petit moment, tu sais que j'ai des doublons dans mon portefeuille et que je suis en train de choisir entre le S&P 500 et le MSCI World pour constituer le corps de mon portefeuille sur mon PEA basé sur des ETF long terme pour ma retraite, pour mes vieux jours. Parce que comme beaucoup au début, j'ai empilé des ETF pour faire joli alors que ça sert strictement à rien. Je me suis pris des ETF MSCI World, S&P 500, Nasdaq, etc. etc. Le résultat, c'est que j'ai beaucoup de lignes différentes qui traquent la même chose. Ou presque. Parce que dans les faits, je suis massivement exposé à plusieurs reprises sur les États-Unis. Et ça, j'en suis conscient, c'est pour ça que j'ai fait 2 vidéos au préalable qui analysent dans le détail les 2 indices MSCI World et S&P 500 pour pouvoir faire mon choix. Parce que c'est bien ça la question. Si je dois choisir un ETF, une seule brique principale pour ma stratégie long terme basée sur le PEA majoritairement, un seul socle pour 20 ou 30 ans, et c'est lequel? Et donc pour choisir, il a fallu que je me planche sur ma stratégie, sur mes convictions, et que j'analyse à la fois le S&P 500 et le MSCI World. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo maintenant, on va comparer les 2 indices. Et à la fin, en exclusivité mondiale sur YouTube, je te dirai quelle est ma décision définitive. Quel ETF sera le corps de mon portefeuille passif? Et avant ça, regardons ce qu'on achète vraiment dans ces 2 indices. Parce que beaucoup de gens pensent comparer des choses très différentes, alors qu'en réalité, elles se ressemblent un peu plus qu'on ne le croit. Le S&P 500, c'est la machine américaine. C'est 500 grandes entreprises américaines, considérées comme le meilleur baromètre des larges capitalisations US, et qui représente à peu près 80% de la capitalisation boursière disponible aux États-Unis. Mais il y a un détail que très peu de gens savent sur le S&P 500, c'est qu'il n'est pas purement mécanique, il y a un comité derrière, je m'explique. On a un filtre de rentabilité qui est extrêmement important à prendre en compte. Parce que pour rentrer dans le club du S&P 500, l'entreprise elle doit être rentable sur le dernier trimestre et la somme des 4 derniers trimestres doit être positive. Donc le S&P 500 c'est pas juste le marché US brut comme ça, non, on a eu un petit filtre qui a écrémé au passage et a enlevé un certain nombre de boîtes. Donc on pourrait dire qu'on a un filtre qualité en plus. De son côté, lui, le MSCI World ou monde, il est pas si monde que ça en réalité, parce que c'est environ 1300 entreprises, qui ça peut varier en fonction des dates, des changements, etc. mais qui sont réparties sur seulement 23 pays développés, et développés selon MSCI World. D'ailleurs, apparemment, la Grèce a fait son grand retour. On va y retrouver majoritairement des larges et des mid-cap, et l'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays à l'intérieur. Sauf que comme je te le disais, MSCI World, oui, mon popotin, parce que non, clairement, c'est pas du tout ça. 70% c'est la part des États-Unis dans l'indice. Alors certes il n'est pas mondial, mais encore pire, il exclut les pays émergents comme la Chine, l'Inde, etc. La Chine, qui est quand même assez développée, n'est pas présente dans l'indice. Taïwan, c'est pareil, la Corée du Sud, etc. Ce qui est quand même assez étrange. Parce que si tu veux avoir accès au monde entier, il faudrait prendre son petit cousin qui est le ACWI. Et encore, ces deux-là, ils incluent pas les petites capitalisations boursières. Jusque-là, on a S&P 500, Amérique, large cap, filtre de qualité, entre guillemets, de rentabilité, et le MSCI World, qui est pas monde du tout, qui est majoritairement dans les États-Unis, seulement sur les pays développés, et encore 23. Maintenant, on va arriver au point qui fait exploser le débat, c'est que est-ce que le MSCI World, c'est pas juste un S&P déguisé, un peu dilué, et qui fait beaucoup moins bien pour à peu près le même risque? C'est une longue question. Parce qu'aujourd'hui, dans le MSCI World, comme je te le disais, les États-Unis pèsent 70-71%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même beaucoup pour représenter le monde entier. Et là, ça pose 2 sous-questions. La première, c'est est-ce que c'est un problème en soi? Et la deuxième, c'est est-ce que
que ça rend le S&P 500 inutile ou au contraire supérieur. Et ça, c'est lié au fait que les deux ETF, ils sont cap weighted. Ça veut dire qu'ils sont pondérés par capitalisation. En gros, plus t'es gros, plus tu prends de place dans l'indice. C'est valable en termes d'entreprise comme en termes de pays constitutifs à l'intérieur. Donc les gagnants prennent de plus en plus de place. Donc comme les États-Unis sont pour le moment les gagnants, et bien ce sont les États-Unis qui prennent le plus de place. Maintenant, ça va être la même histoire sur la concentration en termes d'entreprise. Parce que dans le top 10, qui est-ce qu'on retrouve? On va y retrouver majoritairement des entreprises américaines comme Nvidia, Amazon ou Apple. Dans le S&P 500, le top 10 des entreprises pèse à lui seul 38% de l'indice. Tout ça, ça évolue bien évidemment au fur et à mesure. Pour le MSCI World, c'est un petit peu moins, 27 à 28%, mais c'est toujours assez important. Donc oui, le MSCI World est un petit peu moins concentré, mais il est toujours largement biaisé grosso modo. Ce qui va changer, ça va être le pourcentage alloué à chacune de ces entreprises. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais les entreprises qui sont dans le S&P 500 et donc dans le MSCI World, eh bien, elles font un chiffre d'affaires qui est à plus de 41% à l'étranger. Donc en soi, certes, c'est des entreprises américaines, mais elles sont présentes un peu partout dans le monde. Donc oui, on a en quelque sorte une diversification économique via les revenus. Sauf que attention, c'est pas la même chose que de diversifier en termes de juridiction, en termes de monnaie, en termes de politique monétaire et aussi en termes de risque pays. Alors que lui, le MSCI World, eh bien il nous offre une exposition explicite à d'autres devises et à d'autres économies. On va avoir LVMH en France, Toyota au Japon ou ASML aux Pays-Bas, chose que tu ne vas pas avoir dans le S&P 500. Une des grosses différences en soi, c'est la devise. Parce que lui, le S&P 500, il est 100% sur le dollar américain. Donc là, si tu n'as pas pris un ETF hedgé, eh bien tu vas avoir un risque de taux de change vis-à-vis de l'euro. Pour le MSCI World, eh bien on va avoir un panier de devises. Certes, la devise principale va être celle des Américains, donc le dollar, mais on va aussi avoir un petit peu de euros, de yens, etc. Maintenant, je voudrais qu'on parle de l'un des intérêts principaux du MSCI World, qui est son mécanisme d'auto-équilibrage. Parce que comme je te l'ai dit, le MSCI World, eh bien, c'est un indice pondéré par capitalisation. Donc si demain, l'Europe ou le Japon surperforment les États-Unis pendant 5, 10, 20 ans, eh bien le poids de ces pays va monter automatiquement. Et donc les États-Unis vont diminuer et, admettons, l'Europe va augmenter. Bon, entre toi et moi, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas, hein, mais c'est hypothétique, il faut quand même énoncer les choses. Lui, le S&P 500, eh ben, il reste 100% sur les États-Unis. C'est son rôle, il a été bâti comme ça. Sauf que ça sera un point crucial pour la suite. Un des éléments que j'aime bien prendre en compte, c'est le chevauchement entre deux indices ou deux ETF. C'est ce qu'on appelle en anglais overlap. Grosso modo, entre les deux indices, on a 91% de corrélation. Ce qui veut dire que acheter ces deux indices ensemble, eh bien c'est souvent considéré comme une erreur ou un doublon inutile, puisque le MSCI World contient déjà plus de 70% des États-Unis. Pire encore, en cas de crise, la corrélation, elle est aux alentours de 1. Ça veut dire que quand ça craque, eh ben tout craque en même temps. Et donc il n'y a pas forcément de refuge géographique, dans les actions en tout cas developed market. Enfin, si on regarde la contribution marginale au risque, on peut voir que les États-Unis apportent certes une grosse partie du risque, mais elle apporte aussi une très grosse partie du rendement. Maintenant, je voudrais qu'on compare les deux en termes de performance historique. Parce que la performance, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Le facteur de la période que tu vas prendre, de la devise, et aussi de si tu as investi les dividendes. Et donc, j'ai fait les tests et en te montrant différentes temporalités, bien évidemment, ça fait sens, c'est bien, je peux te dire un peu tout et son contraire en fonction de ce que je prends comme données. Mais sur les grandes tendances, il y a un constat, c'est que sur les dernières décennies, eh bien, les États-Unis ont dominé et que donc par défaut, le S&P 500 enregistre des performances qui sont supérieures au MSCI World. Sur les 5 dernières années, on a un écart de 2% de performance à l'avantage du S&P 500. C'est pareil pour les 10 dernières années avec plus de 2% et c'est encore un petit peu plus important sur les 20 dernières années. Si on se base sur l'historique récent, sur 10-15 ans, le S&P 500 a complètement battu le MSCI World à pleine couture, il n'y a pas de débat. Sur le long terme, le temps long, si on regarde sur 30 ou 40 ans, le S&P 500, il a un rendement moyen analysé aux alentours de 10 à 11%, alors que le MSCI World, lui, est plutôt aux alentours de 8,5%. Certes, ça semble pas énorme comme ça, mais quand on regarde l'importance des intérêts composés, eh bien une différence de 2% par an, sur 30 ans, ça change littéralement tout. Puisque pour 10 000 € investis, le capital final, il peut passer du simple au double. Et ce, en faveur du S&P 500. Mais, ça veut pas dire que ça va continuer. Parce que l'on peut être atteint du biais de récence. Si tu prends depuis 2010, les États-Unis éclatent tout. Sauf que si on prend la période 2000-2009,
c'est pas vraiment le cas. La période post-bulle internet et après crise des subprimes, ça fait très mal un peu partout. Et ça a été très compliqué pour les actions US. Donc le vrai sujet pour moi, c'est pas qui gagne vraiment récemment. Le vrai sujet, ça va être est-ce que je suis capable de supporter une décennie où mon indice il fait moins bien? Parce que ça peut être là où les gens craquent. Personnellement, je pense que les États-Unis sont quand même très bien orientés. Mais il faut pas croire que les États-Unis gagnent toujours. Entre 2000 et 2009, le MSCI World a fait mieux que le S&P 500. 10 ans où le MSCI World a fait mieux. Et il y a des cycles économiques, comme dans les années 80, où le pays dominant c'était le Japon. Dans les années 1900, c'était le Royaume-Uni. Donc est-ce que en choisissant seulement les États-Unis et le S&P 500, je choisis pas en fait l'Angleterre ou le Japon d'il y a quelques décennies de ça? Je sais pas. Mais par contre, quand on regarde sur les années 2000, MSCI World bat le S&P 500 en 2003, en 2004, en 2005, en 2006, en 2007 et en 2009. Il y a aussi eu des périodes longues, entre 1970 et 2011, où le MSCI World aurait battu ou égalé le marché US sur de nombreuses fenêtres. Il y a un point que très peu de vidéos YouTube abordent quand on compare ces deux indices, c'est la valorisation. Parce qu'aujourd'hui, le marché américain, il est cher. Si on regarde les indices de valorisation sur le long terme, on est aux alentours de 35 à 40. Et historiquement parlant, quand tu pars d'une valorisation très élevée, eh bien les rendements futurs ont tendance à être plus faibles. Ça veut pas dire qu'il y aura un crash demain, ça veut juste dire que l'avantage historique du S&P 500, il est pas gratuit. Tu vas le payer en valorisation. Donc aussi la probabilité de sous-performance elle augmente. En regardant les indicateurs de risque et de volatilité, on croit souvent que le MSCI World il est moins risqué que le S&P 500. Sauf que comme on l'a vu dans les marchés développés, eh bien la corrélation elle est à peu près similaire. Donc quand ça casse partout. Et donc alors qu'avec une diversification géographique dans plusieurs pays développés, on pourrait espérer avoir un effet bouclier qui nous protégerait, là c'est pas du tout le cas. 2008, 2020, tout plonge. Donc le MSCI World c'est pas le airbag face à un crash mondial. Et d'ailleurs, en termes de volatilité, eh bien contre-intuitivement, le MSCI World est pas forcément moins volatile que le S&P 500, ou en tout cas beaucoup moins volatile. C'est à peu près kiff Borico. Il se valent. C'est un petit chouille moins, mais pas assez important pour que ça vaille vraiment le coup. Sur 30 ans, la volatilité, elle est quasiment identique. On est aux alentours de 15,17% pour le S&P 500 et 15,13% pour le MSCI World. Si on regarde l'indice qui a tendance à récupérer le mieux après un crash, eh bien c'est le S&P 500, dopé par sa tech, dopé par le fait que l'économie américaine, c'est un peu le moteur du monde. Eh bien le S&P 500, il a tendance à récupérer plus vite que l'indice MSCI World. Et pareil, encore un avantage du côté du S&P 500, si on regarde le ratio de Sharpe, puisqu'il va payer mieux l'investisseur en termes de rendement face à une volatilité qui est à peu près pareil que du MSCI World. Maintenant, on va regarder les critères de liquidité et d'accessibilité de ces deux indices. En général, ce que l'on peut voir, c'est que le TER, le Total Expense Ratio, les frais de gestion pour un ETF S&P 500 vont être moins élevés que ceux pour un MSCI World. C'est vrai à la fois pour le compte titre et pour le PEA. Récemment, on a eu iShares qui a introduit un nouvel ETF MSCI World qui a fait baisser un petit peu le frais de gestion, donc ça c'est plutôt intéressant, mais quand même, ça reste toujours en faveur du S&P 500. Et on le sait, les frais sont très importants sur le temps long, sur 20-30 ans, une variation de 0, et quelques % de frais par an, eh bien ça peut avoir un impact assez important. Sauf qu'on sait aussi que le MSCI World, via des ETF synthétiques sur le PEA, eh ben c'est la seule façon d'avoir une exposition sur les pays développés, Japon, Australie, Royaume-Uni, etc. dans un PEA français. Le S&P 500, il est bien sûr lui aussi éligible au PEA, mais moins dans une logique brique unique. Après, attention, si tu veux faire ton ETF World maison en prenant le S&P 500 en tant qu'indice phare, mais que tu dois avoir eh bien, du Japon, de l'Australie, etc., tu vas multiplier les ETF et aussi potentiellement les frais de gestion seront différents ainsi que l'imposition, puisque si tu souhaites investir sur un ETF Japon, eh bien ça se fera via ton compte titre et donc tu auras la flat tax qui est maintenant à 31,4%. On va faire le vrai match, le match de la robustesse, de la résilience. Et je te pose une question. Si les États-Unis dominaient plus, pas demain, pas dans une catastrophe instantanée, mais sur 20 ou 30 ans. On a déjà vu des empires boursiers exploser et puis décliner. Ça a été le cas du Royaume-Uni qui dominait au début du siècle dernier et qui maintenant est plus vraiment dans sa superbe. On a eu le Japon dans les années 80 et puis après suivi d'une stagflation hyper lente. MSCI World, lui, il a un mécanisme. Il dégonfle mécaniquement les zones qui déclinent et il renforce celles qui gagnent. Le S&P, lui, il peut pas faire ça. Donc si ton horizon c'est 30 ans, la question elle devient presque philosophique, c'est est-ce que tu veux optimiser la performance
si le scénario US continue, ou est-ce que tu veux te protéger et protéger ton portefeuille au cas où les États-Unis déclinent? Si les US demain s'effondrent, le MSCI World, il va vendre les USA pour acheter les nouveaux gagnants. Le S&P 500, lui, c'est un pari binaire. Si les US y chutent structurellement, l'indice y coule avec le navire. On l'a vu en cas de crise, quand ça chute partout. Mais le MSCI World, il peut protéger contre un risque unique américain. Et c'est là où on va parler plutôt de psychologie. Parce que le danger le plus important en tant qu'investisseur, c'est pas forcément la volatilité, c'est le risque de capitulation. Le S&P 500 peut te donner plus de 10 années de sous-performance. Et là, tu vas lire partout, c'est la fin de l'Amérique. La dette US a atteint un niveau stratosphérique, c'est fini pour eux. Le dollar est foutu, on assiste à une dédollarisation. Le protectionnisme, les tweets de Donald Trump, etc. Et beaucoup de gens risquent de vendre au pire moment. Le World, lui, il peut enlever un petit peu de cette pression mentale. Et ce confort psychologique, pour un investisseur long terme, eh bien ça vaut parfois un peu plus que 1 ou 2% de performance. On peut dire aussi, à contrario, que le plus grand risque d'un investisseur long terme sur le MSCI World, c'est de craquer après 5 ans de surperformance des États-Unis, de switcher sur le S&P 500 au pire moment. Un peu le fear of missing out, le FOMO, la peur de rater le moment. Parce que tu vois que ça monte pour les petits copains qui sont sur le S&P 500 et puis toi, bah, t'es là avec ton MSCI World, ah bah oui, mais moi, j'aimerais bien, mais bon... ça monte pas aussi vite, hein. Après, on a aussi le fait que le S&P 500, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible. Tu sais qu'en l'achetant, eh bien, tu vas investir dans le marché américain, dans les entreprises américaines. Le MSCI World, il est un petit peu plus abstrait. C'est un peu plus compliqué. C'est pas si compliqué que ça, mais quand même, c'est j'investis dans les pays développés. Le monde, mais en final c'est pas le monde. Pays développé, mais développé selon qui? Selon le comité des MSCI World. Mais il est aussi pondéré par taille. Dans le MSCI World, tu peux aussi avoir des entreprises par exemple que tu vas pas connaître, ça peut être une minière australienne ou des banques scandinaves. Donc paradoxalement parlant, c'est parfois plus compliqué de le garder, surtout qu'à côté, tu vois que ton petit voisin américain S&P 500, lui, bah il surperforme à fond. Bon, ça y est, c'est l'heure du verdict. Mais avant que je te dise mon choix personnel, on va faire quand même le tableau des comptes. Qui c'est qui gagne en fonction de quels indicateurs, en fonction de quels critères? Si on regarde le pur côté performance, c'est le S&P 500 qui gagne sur les 15-20 dernières années. Il n'y a pas de débat. Par contre, on a vu que quelques décennies de cela, le MSCI World, eh bien, il n'était pas dégueulasse vis-à-vis du S&P 500. Si on regarde au niveau du risque, de la volatilité, etc., c'est à peu près égalité. Côté risque structurel et résilience, c'est le MSCI World qui remporte le match. Côté frais et coûts, c'est le S&P 500 cette fois-ci qui remporte. Si on regarde le côté pure diversification, bah, on va dire que c'est le MSCI World. Et le côté psychologique, je donne encore une fois le point au MSCI World, puisqu'on va se poser moins de questions de savoir si on a choisi le bon pays dans 10, 15, 20, 30 ans. On va dire que le MSCI World nous offre une tranquillité d'esprit que le S&P 500 ne peut pas forcément offrir. Alors je pense que pour toi, le choix, il est moins au niveau de la performance que de la psychologie et de tes convictions. En gros, tu choisis le S&P 500 si tu penses que les États-Unis vont continuer à dominer le monde dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Si tu crois en l'IA, si tu crois au pouvoir des États-Unis de bloquer un petit peu tout le monde, au pouvoir de nuisance des États-Unis, à la puissance du dollar, à la capacité dans ses entreprises, etc. Go, va sur le S&P 500. Surtout si tu veux maximiser tes performances tout en minimisant les frais. Tu acceptes d'avoir une forte concentration dans un secteur qui est pour le moment la tech, et que tu es OK avec les risques potentiels politiques US. Par contre, tu peux choisir le MSCI World si tu es plutôt humble ou incertain vis-à-vis du futur, que tu sais pas vraiment quelle zone géographique va surperformer dans les 20, 30, 40 prochaines années, que tu recherches une tranquillité d'esprit, que tu veux dormir sur tes deux oreilles, avec un portefeuille qui va s'auto-ajuster géographiquement, que tu es OK pour accepter moins de performance avec à peu près le même niveau de risque, mais surtout d'éviter d'avoir le regret d'avoir misé sur le mauvais pays, si celui-ci se met à décliner. Et donc moi, ma conclusion, c'est la suivante. Je ne sais pas qui va dominer en 2050. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce pays, dans les États-Unis, en Europe, au Japon, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je veux un portefeuille qui fonctionne même si je me trompe. Et donc, pour cela, je suis prêt à accepter une performance un peu moins importante, un peu moins élevé. Encore une fois, parce que c'est un investissement que je fais pour le mois du futur, dans très longtemps, pour ma retraite, pour mes vieux jours, etc. Et donc je veux que ce soit en mode ultra passif. Le S&P 500, c'est l'épée, le MSCI World, c'est plutôt le bouclier. Pour ma retraite, pour mes vieux jours, j'ai pas trop envie de foutre le bordel, et donc je préfère avoir un bouclier qui rémunère correctement plutôt qu'une épée. Donc j'élimine le risque de parier sur le mauvais cheval. Donc pour mon portefeuille long terme, majoritairement basé sur le PEA, dans une optique de simplification. Après des dizaines d'heures d'analyse, dans tous les sens,
une réflexion aboutie de longue haleine, j'ai décidé de partir sur le MSCI World comme corps de mon portefeuille long terme sur le PEA. Voilà mesdames et messieurs, il aura fallu attendre longtemps, mais j'ai enfin pris ma décision. Parce que je sais in fine que aussi si je choisis le S&P 500 comme corps, je vais aussi acheter des ETF Japon, et puis australiens, et Royaume-Uni, etc. Et in fine je vais encore diluer ma performance. Par contre, je ne m'interdis pas de surpondérer une conviction dans mes choix d'ETF satellites. Volontairement. Ça peut être par exemple en gardant ma poche Nasdaq. Ou alors en augmentant un peu ma part d'Europe via un Eurostock 50, que j'ai déjà. Mais il faut que je vous avoue que je vous ai pas dit toute la vérité. Parce qu'il y a un problème. C'est que je vais aussi vendre mon ETF MSCI World. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Parce que mon ETF actuel, il ne me convient pas du tout. Donc dans les prochaines vidéos, on va vendre ces ETF là. On achètera le nouvel ETF que je vais choisir. Je t'expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix-là. Alors pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont être croustillantes, eh bien abonne-toi et puis dis-moi en commentaire, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as choisi comme ETF, pourquoi aussi tu as choisi précisément cet ETF là, on en parle dans les commentaires. En attendant, si tu veux qu'on travaille ensemble, que ce soit pour commencer à investir ou alors de structurer ton portefeuille de manière cohérente et en adéquation avec ta vie, eh bien ça se passe dans les premiers liens dans la description de cette vidéo. En attendant, on se retrouve soit à l'intérieur d'un de mes programmes d'accompagnement ou alors dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao ciao.